des milliers de ruches, hein, on ne va pas aller jusqu'à 10 000, mais des milliers de ruches qui sont concernées, entre fongicides, insecticides, variés, donc on a le choix. Et les services de l'État nous ont répondu, non, nous on n'a pas de possibilité de contrôle, de faire des analyses, on n'a plus le budget pour aller sur le terrain, ok. Donc c'est un gros problème parce que sans faire d'analyse, je ne vois pas ce qu'on peut trouver. Puisque si on ne peut pas chercher, on ne peut pas trouver. Donc si on ne trouve pas, tout va bien. Voilà. Quand les agriculteurs se sont aperçus qu'on avait mis le doigt où il fallait, donc sur leurs mauvaises pratiques, là ils ont généralisé le traitement pour le faire le plus rapidement possible. Donc accélération des troubles. On a prévenu la DSV, donc la direction des services vétérinaires du département, qui, en plein mois d'août, on n'a pas réussi à avoir d'agents, tout le monde était en vacances. Nous avons prévenu les services de la protection des végétaux pour qu'ils viennent faire des prélèvements, qu'ils essayent de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Pareil, personne n'est venu. On a appris qu'ils sont venus une seule journée sur le terrain, certainement pour couvrir ce qu'ils n'ont pas fait avant, et ils n'ont pas été jusqu'au fond de leur intervention. La DSV a brillé aussi par son absence, et donc aujourd'hui, notre seule survie, heureusement, nous l'avons due à la gendarmerie nationale, qui s'est déplacée immédiatement, qui a fait des constats d'usage. Donc nous, on voit par rapport à ça, la gestion de la crise chrysomèle l'année dernière, ça a été catastrophique. C'est-à-dire qu'on nous a prévenu 48 heures à l'avance des traitements aériens. Et nous, il y a des collègues qui ont 3-4 ruchers dans les zones concernées, puisqu'ils habitent sur place. Hein, c'est des agriculteurs, et on ne déménage pas les ruches comme ça, hein, même si on en transhume une partie. Il y a quand même des ruchers, et puis des apiculteurs qui ne sont pas équipés pour transhumer. Donc vous avez 48 heures pour enlever les ruches, qui pleuvent, qui ventent et tout, surtout que c'était une saison pourrie, c'était pas forcément facile d'accès dans les ruchers. Il faut trouver la solution, bouger des ruches, plusieurs ruchers dans la nuit, ça pose des problèmes techniques. Donc ce produit utilisé en traitement des termites, qui sont quand même des bestioles assez blindées, est arrivé en agriculture lors de la transformation des différentes sociétés qui ont succédé à Rhône-Poulenc. C'est un produit qui a été mis au point par Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc a disparu, a été fusionné avec une autre entreprise allemande qui a formé un groupe qui s'appelait Aventis, je crois, à l'époque. Aventis a décidé de se restructurer sur les médicaments et abandonner les produits à destination de l'agriculture, a revendu ce produit à Bayer. Là, les apiculteurs ont glissé une peau de banane à Bayer, en ce sens qu'on a fait valoir qu'il était en situation de monopole, et il a été obligé de revendre à son collègue BASF, qui est encore plus gros que Bayer d'ailleurs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que malgré ces 4 transactions, on s'est quand même aperçu qu'il n'existait aucune autorisation légale, aucune autorisation de mise en marché. Tout au plus, on nous a montré des autorisations provisoires, plus ou moins antidatées, etc. Et vu la dangerosité du produit, non seulement il aurait dû avoir une AMM, mais pour obtenir l'AMM, il aurait dû avoir le consentement de 4 ministres, l'agriculture, l'environnement, la consommation, la santé. Or, ces documents, ils ne les ont jamais fournis. Donc, on a affaire à la vente d'un produit où l'État était impliqué, puisqu'au départ, on était sur une entreprise nationalisée, et c'est comme si un particulier réussissait à vendre une voiture, il y aurait 4 transactions sans présenter de carte grise. Les entreprises, aujourd'hui, comme elles investissent plus de 10%, comme je le disais tout à l'heure, de leur chiffre d'affaires dans la recherche et la mise au point de nouvelles solutions, je pense qu'il faut que les autorités puissent évaluer rapidement les innovations qui, en général, répondent davantage aux besoins du citoyen et du consommateur. Et c'est là où on voit l'intérêt d'une autorisation provisoire de vente, c'est-à-dire qu'un produit qui présente beaucoup d'avantages et beaucoup de côtés positifs peut aller plus vite sur le marché. Alors, personnellement, en tant que citoyen, mais même en tant que chercheur, j'ai du mal à comprendre, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse autoriser une mise sur le marché d'un produit, quel qu'il soit OGM ou insecticide systémique ou d'un produit phytosanitaire, sans avoir complètement
terminé toutes les études qui étaient requises pour avoir une vision globale et complète du produit. Donc, toute autorisation provisoire dans l'attente d'études complémentaires qui démontreraient éventuellement que tout va bien, me paraît pas une bonne stratégie. Mais comment l'administration française peut-elle tolérer que des produits aussi dangereux soient sur le marché avec des autorisations fantoches? Alors, il faut quand même comprendre que dans cette affaire Gauchot, on a permis à des juges d'aller finir des carrières au soleil. On a un premier juge à Paris, qui s'appelait Ripoll, qui s'intéressait même à l'aspect financier de la société Bayer, et à un certain moment, il est devenu très gênant. On l'a expédié à Tahiti, à Papeete. Peinard, fin de carrière à Tahiti. Il a dû rentrer le soir à la maison, expliquer quelquefois à sa femme, il dit, arrête de nous emmerder avec tes problèmes là. On va passer quelques années à Tahiti, impeccable. Après, il y a eu le cas du juge Gary de Saint-Gaudens, qui lui, Tahiti était pris, dommage pour lui, il est à Mayotte. On a compris ensuite également que ce n'était pas tant les ministres qui avaient du poids dans les ministères comme à l'agriculture, mais plutôt les hauts fonctionnaires. Parce que quand un ministre arrive, comme ça a été le cas là ces jours-ci, il arrive dans son ministère, il arrive peut-être avec de très bonnes intentions, mais les fonctionnaires qui sont en place depuis 20-30 ans, des fois, lui font comprendre que lui, il ne va peut-être pas rester longtemps, moins de 6 mois souvent, et qu'eux, ils seront toujours là. Et donc, il est obligé de composer avec ces gens-là et d'en passer pratiquement par ce qu'ils décident. Donc, on a l'impression, parce qu'on est soi-disant dans une démocratie, que le pouvoir appartient au politique qui a été désigné pour l'assumer, mais en fait, il appartient aux fonctionnaires qui ne risquent rien, parce que c'est très difficile à déboulonner ces gens-là, et de toute façon, ils ont l'assurance que si un jour il leur arrive des problèmes, ils iront pantoufler chez un industriel, Bayer, etc., et ils finiront une carrière encore mieux payée que s'ils étaient restés fonctionnaires. Donc, ils n'ont pas grand-chose à perdre. En parlant de fonctionnaires, on ne peut omettre d'évoquer le rôle crucial de l'INRA dans le système pesticide. En France, très très importante. Jean Bustaret a créé l'INRA en 1946, et Bustaret, alors là, Bustaret, il joue un rôle gigantesque en France dans ces années-là, parce qu'en 1946, il va faire un voyage aux États-Unis, un de ses premiers voyages en avion transatlantique de l'après-guerre. Il va en Amérique avec un de ses collègues, et il ramène des hybrides de maïs qui vont amorcer la révolution agricole qu'on connaît, que toi, Cocopelli, tu connais si bien. C'est-à-dire que Bustaret revient avec ses hybrides de maïs, et en quelques années, le visage de l'agriculture française, le visage même des paysages en France, va être totalement bouleversé à cause d'une petite cause relative, très grande conséquence, puisque Bustaret ramène ses hybrides de maïs. Il ne va pas se contenter de ça, Bustaret, donc, qui est le fondateur de l'INRA. Il va présider, c'est une chose incroyable, il va présider le Columa. Columa, à mon avis, personne n'en a jamais entendu parler. Columa, ça veut dire Comité de lutte contre les mauvaises herbes. C'est un organisme, on va dire, presque officiel, qui a été inventé par Villaume, c'est-à-dire inventé par l'industrie des pesticides, mais qui va être présidé pendant de longues années par Bustaret, qui est un homme de l'administration française, qui est le président en titre de l'INRA. Et ce Columa est une arme de guerre, une arme de guerre commerciale extraordinaire, qui va permettre de vendre des herbicides qui n'existent pratiquement pas. Je te parle d'une époque, on est à la fin des années 50, les herbicides, disons, chimiques, modernes, on va dire, avec tous les guillemets qui s'imposent, ça n'existe pratiquement pas. Et le Columa, ça va être un instrument de guerre de l'industrie des pesticides qui va, grâce à Bustaret, grâce comment dire, à la caution morale, on peut presque dire, et publique de Bustaret et d'INRA, eh bien, l'industrie va réussir à fourguer, il n'y a pas d'autre mot, un usage massif des herbicides, va présenter les herbicides comme une extraordinaire nouveauté, une extraordinaire découverte, et pendant des années, le Columa va servir donc à diffuser massivement l'idéologie, on pourrait presque dire, des herbicides, une espèce de propagande généralisée sur les herbicides. Et
tout cela dans une association parfaite, quasi parfaite, entre l'industrie et l'administration française, l'INRA en l'occurrence. Et donc, ce mouvement, c'est un mouvement général qui va durer à peu près, je te le disais, une vingtaine d'années, entre 1945 et 1965, sans aucune opposition d'aucune sorte. Les marchands, alliés avec les scientifiques et l'administration, eh bien, c'est une alliance assez magique, hein. C'est un trépied. Il y a les marchands, les industriels, l'administration française et puis les scientifiques, tous d'accord pour dire que les pesticides vont régler tous les problèmes de l'agriculture française, avec les engrais. Le trépied trébuche parfois et l'alliance magique vacille lorsque l'État est accusé par les pesticideurs de céder aux pressions des apiculteurs. Régent et Gauchot donc, ont été autorisés en France sur la base d'informations disponibles, informations techniques, scientifiques, évaluées par les experts, qui montraient que ces produits utilisés en traitement de semences, donc sur maïs et tournesol, si on prend les deux cultures qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque, ne présentaient pas de risque pour les abeilles. Alors après sont venus les aspects liés au dépérissement des colonies, à toutes les interrogations donc, que vous nous avez signalées tout à l'heure, plus un aspect extrêmement, je veux dire, lanceur d'alerte, politique, médiatique, avec des interventions de quelques personnalités très influentes qui ont, à l'époque, été suffisamment actives pour influencer le gestionnaire de risque, qui est le ministre de l'Agriculture, donc Hervé Guémard à l'époque, qui en fait a pris une décision, parce que c'est son droit, il en a le pouvoir, d'interdiction, mais non pas sur des faits scientifiques, sur une application du principe de précaution, qui venait de rentrer en fait dans la Constitution française. D'abord, on est édifié quand on lit l'arrêté d'autorisation de M. Barnier. Dans cet arrêté d'autorisation, le Cruiser est accordé pour 1 an, mais on voit toutes les limites que ce type de produit engendre. C'est-à-dire que c'est un produit qui est qualifié comme hautement nocif. Et nocif pour l'environnement, nocif pour la jante animale, nocif pour la dissémination qui peut se faire sur l'ensemble des plantes. Je crois que dans ce domaine, il faut résister aux grands groupes semenciers, aux grands groupes chimiques, et faire valoir l'intérêt de protection de l'environnement. Il y a là une décision qui ne se comprend pas de la part du ministère de l'Agriculture. Vous savez, moi j'ai été un des parlementaires, il y en a eu d'autres de tendance politique, qui se sont battus contre le Gauchot et le Régent. Il a fallu plusieurs années d'action, de pétitions, de discussions parlementaires pour enfin obtenir de satisfaction. Il ne faudrait pas que maintenant on voit arriver à nouveau un produit, on l'autorise pour 1 an, et puis dans 1 an on compte que finalement cela se taise et puis que les choses repartent à nouveau. Donc je crois que là il y a un véritable problème. Nous, un principe de précaution appliqué à la lettre, c'est-à-dire qui nous demande de compléter donc les études parce qu'à un moment donné, le gestionnaire de risque ne peut pas prendre une décision puisque les éléments disponibles ne sont pas suffisants. Dans la mesure où c'est basé sur de la technique, sur de la science, on est favorable. Alors, il y a eu un comité d'experts chargé de juger de tous les travaux qui ont été faits à propos du Gauchot. Donc, ils ont étudié donc, toutes les expérimentations qui ont été faites en champ, en labo, en tunnel, etc. Et ils ont invalidé 50%. Alors, on se pose des questions, hein, où les scientifiques sont des nuls, et on se demande pourquoi on fait appel à eux en tant qu'experts en plus. Mais si le poids du politique ou de l'irrationnel est pris en compte de manière forte dans cette fameuse application du principe de précaution, nous ne sommes pas favorables, parce qu'à ce moment-là, ça devient un principe non pas de précaution, mais d'inaction. Alors c'est parfois politiquement très correct et très facile pour un politique de faire référence au principe de précaution. En parlant de politiquement incorrect et d'irrationnel, écoutons maintenant le témoignage larmoyant de M. Faucon, le gourou de l'abeille, au laboratoire de l'AFSA de Sophia Antipolis. Donc nous, en tant qu'agence française de sécurité sanitaire des aliments, on donne les faits scientifiques, on donne les résultats. Et ensuite, alors c'est là que le bas blesse ou la difficulté, ou des fois ça nous gêne à nous, c'est le politique qui prend ses responsabilités. Voilà. Vous voyez, on lui dit sur le miel il y a des risques ou il n'y a pas de risques, sur autre chose, sur la vache, sur le lait il y a des risques ou il n'y a pas de risques. Voilà ce qu'on en pense, nous, scientifiques, on donne un rapport et c'est vous, politiques, qui décidez. Et on voit, je dis bien, on voit que des fois les décisions politiques vont complètement à l'opposé
des réalités scientifiques et des conclusions scientifiques. Mais que ça soit dans le pour ou dans le contre. Là, actuellement, il y a toute une polémique qui se développe sur certains insecticides au niveau des abeilles. Vous avez vu à la télé et tout ça, que les abeilles sont en perdition. C'est faux, c'est complètement faux. Notre labo a démontré qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. On le dit aux politiques, on a des rapports, tout ça écrit. Non, M. Faucon, on ne dit rien. Vous écrasez, vous ne dites rien. Parce que c'est pas bon actuellement de le dire, parce que ça va foutre le pack, ils vont tous se mettre à gueuler, il va y avoir des manifestations, etc. On ne dit rien. Alors vous avez travaillé pendant 10 ans sur un sujet pour expliquer un truc, et finalement on met tout au panier, on dit ouais c'est bien, vous avez bien travaillé, mais on met de côté. C'est pas valorisant. Et là, si on se retournait vers les organismes tels que l'AFSA, et notamment Jean-Paul Faucon à Nice, il nous disait que c'était des virus, etc., qui brutalement se manifestaient comme par hasard au début de la floraison du tournesol. Alors, ce qui est tout à fait regrettable, c'est que ce brave monsieur Faucon, qui utilise des ruches pour mener ses expérimentations, etc., qui appartiennent aux contribuables, ne sont pas les siennes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait jamais pensé à les amener sur une zone où le problème existait, comme dans le Gers, comme dans Lot-et-Garonne, comme en Vendée, comme dans la région centre, etc. Après tout, c'était les ruches du contribuable. Il aurait été de bon ton que l'on vérifie avec des ruches qui, alors elles, étaient exemptes de tout parasite puisqu'elles appartenaient au service vétérinaire, et on se serait aperçu qu'elles étaient plus résistantes ou pas que les colonies des apiculteurs. Ben en France, depuis des années, les apiculteurs parlent de mortalité anormale de colonies. Alors ça, ce fait est exact. Il y a plus de mortalité de ruches ces dernières années que par le passé. Bon, alors après la cause, elle reste à déterminer quand même. Je pense qu'on ne s'accorde pas obligatoirement sur la cause et sur l'explication de ces mortalités. Je pense qu'on ne s'accorde peut-être pas non plus toujours, je ne dis pas, toujours sur le nombre de mortalités, sur l'intensité des mortalités. On ne peut pas dire, et c'est une composante, que notre environnement il est parfaitement sain. C'est vrai que l'abeille, elle subit l'ensemble des traitements phytosanitaires qui sont faits au niveau de l'agriculture, mais on ne va pas, à ce niveau-là, accuser les agriculteurs. Mais d'autre part, on ne va pas dire, nous, en tant que chercheurs au niveau de l'abeille, on ne va pas dire, ce n'est pas nocif pour l'abeille. Si, on est en phase